Cela apparaît effectivement étonnant dans la politique et décrié aujourd'hui. Il faut donc revenir aux sources de la philosophie. La particularité d'Aristote, c'est d'être un moraliste. Et en tant que moraliste, il s'intéresse au bien et à la hiérarchie des biens. Aristote identifie un certain nombre de biens particuliers, comme la santé, la richesse ou la beauté. Mais le bien humain par excellence, c'est le bonheur ou la réussite de la vie. L'artiste recherche le beau, le commerçant, la prospérité, le guerrier, la victoire, etc. Le bien représente donc la fin qui est poursuivie. Mais comme chaque bien est particulier, il ne peut être le bien suprême. Le bien suprême est donc le bien commun à tous les êtres, le souverain bien qui est recherché pour lui-même. C'est le bonheur, la vie bonne ou la vie réussie, ce qu'Aristote appelle l'eudémonia. Ce but est recherché par tous les hommes, mais il peut être parfois manqué, comme l'artiste qui recherche la perfection dans la réalisation de son œuvre et qui passe à côté de cet objectif. Quand on pose la question de la nature du bonheur, les avis divergent. Pour certains, le bonheur est dans le plaisir des sens, mais celui-ci est bestial et fugace pour Aristote. Pour d'autres, il est dans l'honneur et la gloire, mais il dépend alors de ceux qui le donnent. L'avis sur le bonheur peut également changer en fonction des circonstances. Si l'on est malade, on recherche la santé. Si on est laid, c'est la beauté. Le bonheur, le bien parfait, c'est celui qui se suffit à lui-même. C'est la fin ultime. Le bonheur est de vivre en cohérence avec sa nature, voire de parfaire sa nature. Toute chose a une fonction. C'est le cas pour toute partie du corps. Les pieds permettent de marcher, les mains de prendre quelque chose, l'œil de voir, les oreilles d'entendre, etc. Qu'est-ce qui est donc le propre de l'homme? Ce n'est pas de vivre, puisque cela est commun aux végétaux et aux animaux. L'homme se différencie des autres natures par la possession d'une faculté qui est la raison. La vie propre de l'homme est donc dans l'exercice de la raison. Nourrir la partie rationnelle de l'âme, voilà qui rend l'homme heureux. C'est en ayant une activité de l'âme conforme à la raison que l'homme devient vertueux car il élève sa nature et la perfectionne. La réussite de la vie n'est donc possible que dans une vie vertueuse, c'est-à-dire orientée selon la raison. Dans l'hédonisme, c'est le bien-être subjectif qui compte. Le bonheur consiste donc dans une forme d'éternalisation de ce moment. Mais la contradiction réside dans le fait qu'il est impossible d'éternaliser des moments de bien-être. C'est cette impossibilité d'avoir une permanence du bien-être dans le temps et par rapport aux états du sujet qui est la pierre d'achoppement. Platon explique dans la République que la cité naît de l'impuissance dans laquelle se trouve l'homme de subvenir seul à l'ensemble de ses besoins. La cité a donc une visée économique chez Platon et elle s'organise par la communauté de vie et la mise en place de la division des tâches. Aristote va plus loin. Pour lui, ce qui est en jeu dans la société, ce n'est pas seulement de vivre, mais de bien vivre, c'est-à-dire de vivre selon sa nature. Au-delà du lien économique, il affirme le caractère éminemment social de l'être humain. L'homme est zoon politikon, animal politique. Il est donc fait pour la société. Dans la politique, Aristote explique que la société première est la société familiale, union de l'homme et de la femme en vue de la reproduction. Elle est la cellule de base de la société. Les liens d'entraide et de soutien mutuel entre voisins constituent une autre forme d'association naturelle. Aristote insiste également sur le rôle du village, je le cite, qui est pour lui une communauté première formée de plusieurs familles en vue de satisfaire des besoins qui ne sont pas ceux de la vie quotidienne. La communauté parfaite est la cité, car elle permet de subvenir à l'ensemble des besoins de ses membres et notamment d'assurer leur fin, c'est-à-dire le bien vivre, la vie heureuse. La cité est antérieure à l'homme et à la famille,
car l'homme et la famille ne peuvent exister sans la cité. Aristote compare la cité à un corps dont les hommes et les familles seraient les membres. On voit donc qu'Aristote développe une conception architectonique, une conception hiérarchisée de la société. Il y a la famille, le village et la cité, et chaque communauté supérieure apporte quelque chose à la communauté inférieure qui elle-même est subordonnée à un ordre plus grand par le biais de la communauté supérieure. Pour Aristote, l'individu n'est pas un tout achevé qui peut fonctionner en autosuffisance. L'individu est donc une partie de la police. L'homme a besoin de la police pour s'accomplir et la police, pour se maintenir, requiert que les individus soient attachés au collectif. Pour cela, il faut que le citoyen, l'individu, dans son rapport à la police, ait conscience de ce lien réciproque d'utilité. Si la cité désigne dans l'Antiquité une ville, Athènes, Carthage par exemple, elle désigne la communauté politique, et donc elle peut s'étendre à un espace plus grand, comme le pays. La cité ne peut exister sans un État qui exerce ses trois fonctions régaliennes principales, exécutif, législatif et judiciaire. Le rôle de l'État est multiple. Il organise la vie de la société, notamment le maillage administratif et régional. Il offre des services que les sociétés subalternes ne pourraient fournir, comme la sécurité, l'éducation, la santé, la gestion de la monnaie, etc. Enfin, il collecte l'impôt qui lui permet de faire face à ses propres dépenses. Aristote dit que l'État est le tout, alors que les sociétés qui le composent ne sont que des parties. Saint Thomas désigne à plusieurs endroits de la somme théologique la société politique, donc la cité, il l'appelle la cité ou le royaume, comme société parfaite, car elle possède en elle-même tout ce qui est nécessaire à sa propre finalité et à celle de ses membres.